toutes les plateformes de l'ouverture média. Bonjour, bonsoir. Mes salutations dépendent de votre position géographique. Où que vous soyez, que la paix de l'Éternel soit avec vous. Soyez les bienvenus à votre émission préférée dénommée Affaires politiques. Oui, une émission inédite, une émission 100% en français, une émission sans filtre et surtout sans réserve. Aujourd'hui, nous recevons un homme de taille exceptionnelle qui est doté d'une capacité pas possible dans le domaine de la communication et du média. Et sans plus tarder, nous allons lui donner la parole pour qu'il se présente à vous, nos chers abonnés de la page Facebook ainsi que la chaîne YouTube. Merci d'avoir accepté notre invitation. Non, tout l'honneur est pour moi d'accepter cette invitation. Je suis Tal Moussa, connu sous Rastal sur les réseaux sociaux. Je suis le promoteur de la chaîne Maya TV que les gens commencent de suivre sur Internet. Voilà, donc c'est comme je le disais à l'entame de mes propos, c'est moi qui suis heureux d'être avec vous ce soir sur ce plateau. Alors, merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Nous vous rappelons que c'est un jeune engagé, déterminé pour la cause de sa patrie. C'est le directeur, sinon le promoteur de Maya TV. Nous vous rappelons qu'aussi que c'est un homme qui a l'amour de faire la transmission du savoir, du savoir-faire et du savoir-faire, ce qui explique que c'est un acteur de l'éducation, c'est un ancien aussi. Nous vous demandons de faire le maximum de partage possible pour que les Maliens qui vivent à l'intérieur qu'à l'extérieur soient imprégnés des réalités politiques de notre société. Aujourd'hui, nous assistons à un avancement progressif de nos forces de défense, nos femmes au niveau de Kidal, d'où la récupération totale de Kidal. Et sans plus tarder, nous allons essayer de rentrer un peu dans la quintessence pour vous permettre de mieux comprendre les tenants et les aboutissants, les difficultés auxquelles nos femmes ont été confrontés, les réalités du terrain actuel et quelles seront les perspectives qu'il faut pour que Kidal soit un lieu apaisé, que Kidal soit un lieu de réconciliation, que Kidal soit un lieu économique, un lieu pour galvaniser la vie économique des Maliens. Et nous sommes sûrs qu'avec le temps, la souffrance de cette population prendra fin. Alors, Monsieur Tal. Oui, Monsieur Sampara. J'espère que vous êtes en forme. Oui, ça va. Super. Je suis un peu fatigué parce qu'avec la formation de ce matin, n'est-ce pas, là, j'ai même dû fournir assez d'efforts pour être là. Parce que quand je suis rentré, c'était le sommet qui s'était emparé à moi. Oui. Mais j'ai quand même tenu à être au rendez-vous pour que ce que nous avons à partager avec les Maliens puisse les servir. Tout à fait. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation pour qu'on puisse parler un peu des réalités politiques de notre société. Ceci étant, nous avons vu la reconquête de Kidal par nos forces de défense à travers leur engagement et leur détermination. Oui. Quelle sensation avez-vous actuellement par rapport à cette prise de contrôle par nos femmes tout en déracinant ou sinon en chassant les terroristes de la ville de Kidal? Honnêtement, la question elle est extrêmement bonne et importante. La sensation qui m'anime actuellement, et depuis la prise de Kidal, c'est une sensation de fierté, justement. Et je pense que cette sensation de fierté est partagée entre tous les Maliens. Les Maliens d'ici, comme les Maliens d'ailleurs. Tout à fait. Parce que vous devez le savoir, ça fait 11 ans maintenant que Kidal nous avait été arraché. Évidemment. Par les groupes obscurantistes. Donc 11 ans de patience. Oui, 11 ans de souffrance. Tout à fait. 11 ans de calomnie. Tout à fait. Donc après 11 ans, nos autorités ou sinon nos forces de défense
nos forces armées de défense, de sécurité, ont pu avoir ou sinon arracher Kidal des griefs des ennemis. Donc là, ça c'est moi je suis complètement épris par la joie. Mais est-ce que ça a été une surprise pour vous? Bon, ça n'a pas été une surprise récente, mais effectivement, ça a été une surprise parce que quand on revient un peu en arrière, 2, 3, 4 ans, on se disait peut-être que est-ce que Kidal serait un jour parmi le Mali, parmi les autres régions maliennes. Mais récemment, avec la montée en puissance de nos forces armées, en tout cas, ça ne nous a pas surpris à la fin. Mais au début, c'était quand même quelque chose de surprenant. C'était un rêve. J'ai même vu des témoignages où les gens disaient que ils s'étonnent que de leur vivant, Kidal soit repris. Donc ça veut dire on s'y attendait un peu au moins. On s'y attendait. Et derrière-moi, vu la progression significative de nos forces armées, mais quand on se tient un peu aux exactions que nos femmes ont subies dans les années 2012-2013, on était complètement affaiblis parce que l'armée n'avait pas d'armes. L'armée n'avait pas de munitions, il y avait de manque de munitions, il y avait un manque d'effectifs, il y avait un manque de canalisation. Enfin, je sais pas, je ne suis pas spécialiste de la guerre, mais en tout cas, tout nous montrait quand même que tout était difficile à l'époque. L'espace aérien n'était pas aussi. L'espace aérien n'était pas contrôlé, n'était pas contrôlé, tout n'était pas dans la main des autorités, et ce qui nous a conduit à l'accord d'Alger. C'est l'accord d'Alger, c'est après avoir vu que l'État malien était dans une position de faiblesse, qu'on nous a tordu les mains et nous a obligés de signer cet accord. Cet accord qui violait déjà la démocratie, qui violait la souveraineté du Mali. Parce que quand on parle d'un pays, un pays c'est quand même l'ensemble de son territoire. Tout à fait. Mais si un pays a été obligé de signer un accord avec un groupe armé, un groupe armé qui avait imposé ces conditions sur l'État. Donc là, on se disait que c'était foutu. C'était foutu. Mais après tant d'années, une dizaine d'années, une décennie, qu'on récupère Kidal quand même, moi je pense que vous avez dû voir ma vidéo sur internet où je dansais, je sautais partout, et c'était complètement fantastique. Ok. Maintenant, quelle lecture faites-vous par rapport à cette récupération en 4 mois? Parce que quand nous analysons les choses, pendant plus de 10 à 11 ans, on n'a pas pu conquérir une partie de notre territoire qui avait été arrachée, selon vous dit, par les terroristes. Mais en 4 mois, après avoir dit les 4 vérités au niveau de la Nations Unies, à partir de fin juin, 25 juin, au 1er juillet, la reconquête a commencé, l'opération de la reconquête. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui justifie cette récupération subite de l'espace dans sa globalité par nos forces de défense? La question elle est extrêmement bonne. Effectivement, c'est suite au départ de l'aménagement. Parce que je vous rappelle, l'aménagement, la Barkhane, le Takuba, toutes ces forces réunies étaient au Mali justement pour être des forces d'interposition entre l'armée malienne et les groupes armés. Mais c'était pour nous protéger, non? Non, c'était pas pour nous protéger du tout. Mais quels sont les arguments que vous pouvez avancer? C'était pour protéger l'accord. Et l'accord qui était en faveur des rebelles, enfin, entre guillemets, des terroristes, qui ont pilonné nos concitoyens dans le bateau récemment, et à Groumaros, à Araros, je m'excuse. Donc, c'est après avoir déclenché ou sinon exigé le départ de l'aménagement que les forces d'interposition qui avaient été chassées déjà, la Barkhane et le Takuba, donc maintenant le champ était libre.
Donc le champ était libre et actuellement, l'armée malienne a une puissance extraordinaire. Parce qu'en 2 ou 3 ans, on a développé des coopérations avec des pays qui nous ont ouvert leur cœur, si je me permets de le dire ainsi. Lesquels? La Russie, par exemple. La Russie nous a fourni des matériels. Et peut-être même des hommes. Que ce soit Wagner ou que ce soit les instructeurs, je le dis comme ça parce qu'il y a une partie qui affirme que c'est des mercenaires et il y a une partie gouvernementale, je le dis, qui affirme que c'est des instructeurs. Mais peu importe. Peu importe, c'est la récupération qui compte. C'est la récupération qui compte. Avec qui et comment, nous, je m'excuse pour le terme, mais on s'emballe. Nous, tout ce que nous avons voulu, c'est que le Mali soit un pays uni, le Mali soit dans son statut unitaire et que le Mali soit indivisible. C'était ça que le Mali avait demandé. D'ailleurs, la joie qui a été déclenchée après la reprise le témoigne. Les Maliens ont manifesté leur joie dans tout le pays, sur l'ensemble du territoire malien, de Kaya à Tombouctou. Les Maliens sont sortis. Ils ont montré leur joie. À Bamako, ici, il y a eu pas mal de manifestations. Et même les partis politiques qui sont parfois contre les actions gouvernementales, les actions de l'État, ont quand même félicité les forces armées. Et même les politiciens ont même fait des éloges à l'armée. Ce qui n'était pas habituel quand même ici dans notre pays. Donc c'est le départ de la MINUSMA qui a déclenché un peu le désaccord entre la partie malienne et la partie du Nord, les terroristes. Mais les terroristes, parce que je reviens un peu en arrière, lorsque la MINUSMA venait au Mali, c'était les rebelles de l'époque qui étaient en position de force. Donc c'est à la base de ça que ils avaient pris les 3 régions du Mali, si vous vous rappelez. Kidal, Gao, Tombouctou. Donc toutes les emprises de l'armée malienne étaient sous leur contrôle. Donc lorsque la MINUSMA est venue, ils ont rendu ces emprises-là à la MINUSMA, ou sinon à l'ONU si vous voulez. Donc maintenant, lorsque le départ de MINUSMA a été annoncé, donc ils ont vu une menace, ils se sont dit que maintenant que la MINUSMA va partir, et nous, lors de son arrivée ici au Mali, c'est nous qui avons la force et c'est nous qui leur avons donné les emprises dont ils occupent actuellement. Donc, est-ce que s'ils partent, est-ce qu'ils vont nous rendre nos emprises comme on leur avait donné? Donc, c'est cette inquiétude. Lorsque cette inquiétude s'est emparée d'eux, je parle des terroristes. Moi, parfois, j'utilise le mot rebelle, parfois j'utilise le mot terroriste parce que j'ai du mal parfois à faire la distinction. Parce que quand un groupe qui se dit être indépendantiste, protéger les citoyens de son territoire, se permet de bombarder le bateau même de ses citoyens, donc là on se demande ils deviennent des terroristes. On se demande quel groupe sont-ils alors. Donc c'est pourquoi moi j'ai du mal à faire la différence. Donc c'est quand le départ a été annoncé, ils ont voulu maintenant, dans un premier temps, ils avaient demandé à l'ONU de trouver une relève à la MINUSMA ici au Mali. Donc, c'est-à-dire une autre force d'interposition qui va garantir l'accord d'Alger, mais ce qui n'a pas été fait par l'ONU. Parce que l'ONU, d'une certaine façon, s'est vue aussi obligée d'accepter ce dont ils étaient, je dirais, contre, parce que à l'époque, on se rappelle bien, l'ONU s'entêtait un peu de garder l'accord, d'obliger son application. Ils ont dit, redit, et même redit encore. L'Algérie qui était à la tête de la médiation, les ministres algériens ont fait des va-et-vient ici entre le Mali et l'Algérie pour l'application de l'accord. Mais en réalité, pourquoi l'État n'a pas accepté d'appliquer l'accord là? Parce que dans l'accord, l'égalité n'était pas prônée du tout. Il n'y avait pas de justice dans l'accord. Dans l'accord, on avait primé une partie du Mali sur d'autres parties. Tandis que c'est la partie minoritaire.
on a pris la partie minoritaire sur les parties majoritaires, c'est-à-dire les nordistes sur les sudistes. Donc ce qui était injuste. Mais un État ne peut quand même pas se fonder sur l'injustice. Donc ce qui a ramené l'État à s'attarder sur son application. Ibeka est venu, n'a pas pu l'appliquer parce qu'il il fallait qu'on forme un peu certaines choses à certains articles de l'accord, et notamment le changement de la constitution, que sais-je encore. Donc tout ça a fait que Ibeka est parti sans pouvoir complètement appliquer l'accord. Maintenant, après avoir renversé Ibeka, le régime d'Ibeka, ces colonels sont venus au pouvoir et ces colonels avaient joué au même jeu. Nous vous garantissons que nous allons appliquer l'accord. Parce que c'est nous qui avons donné notre voix, c'est-à-dire le Mali. C'est le Mali qui a donné sa voix. Mais vous nous laissez le temps de mieux organiser l'application de l'accord, c'est-à-dire de la conformer avec les articles du pays, ou sinon même avec la loi fondamentale qui est la Constitution. Et ensuite, on va voir avec le temps ce que nous pouvons faire pour que l'application soit complète. D'accord. Voilà. Donc c'est suite à tout cela, les rebelles se sont sentis menacés par le départ de l'aménagement. Parce que c'est l'aménagement qui les protégeait. D'accord. Maintenant, par rapport à cette situation, tout récemment, il y a de cela 2 à 3 semaines, nous avons entendu sur les réseaux sociaux la séparation du Mali dans 3 semaines par un responsable français. Quelle compréhension avez-vous à faire par rapport à cette communication qui expliquait la balkanisation du Mali en 2? Bon, vous savez, le pays auquel vous faites référence a toujours voulu que le Mali soit, entre guillemets, partageux. Parce que pourquoi? Ça doit être la France. La France pense que, ou sinon la France a toujours pensé que nous, les populations du Nord, ne sommes pas les mêmes, ne vivons pas les mêmes réalités, n'avons pas les mêmes cultures, n'avons pas les mêmes traditions. Et c'est sur cette base que les premières rébellions ont été déclenchées. Parce que je vous rappelle, après l'avènement, après l'accession à l'indépendance, à la souveraineté internationale, 3 ans après, la première rébellion a été déclenchée par les Touaregs, entre guillemets. Parce qu'à l'époque, les Touaregs se disaient ne pas se reconnaître en nous. Ils disaient qu'il y a les cultures qui sont différentes. Il y a le vivre ensemble qui n'est pas commode à leur manière de vivre. Donc, c'est suite à cela qu'ils ont essayé d'enraciner ça dans la tête des dirigeants français. Et ils ont réussi à faire ça. Donc, c'est pourquoi la France a toujours prôné, et il y a les conflits d'intérêts aussi qui peuvent se poser parfois, parce qu'avec le Mali, il peut y avoir des difficultés sur certains points, vu que le Mali est un pays actuellement qui émerge. Si je dis émerge, je parle de la population. La population malienne, c'est à quoi? Donc, tandis que la population du Nord est actuellement très, très, très minoritaire. Donc là, s'il y a un choix entre faire avec le Mali et faire avec les Touaregs, donc faire avec les Touaregs qui est plus avantageux pour la France que de faire avec la partie sudiste. Donc c'est pourquoi la France a toujours été du côté du partage, de la division du Mali en 2. Et il y a aussi, je dirais peut-être la malcompréhension actuelle avec l'autorité actuelle et la France. Donc ça aussi, ça a mis un peu le poudre au feu. Donc, et sur le coup du nerf, ils peuvent s'avancer sur des déclarations pareilles, quoi. Ok. Voilà. Maintenant, après cette reconquête, nous avons entendu sur les réseaux sociaux, les terroristes, ils ont fait une déclaration en disant qu'ils sont à 30 km de Kidal. Justement, ils l'ont fait. Et sachant cette réalité, si c'est avéré vrai, quelles sont les mesures que nos forces de défense et de sécurité doivent adopter pour mettre fin à cette menace qui peut être fatale
pour une partie de notre communauté? Bon, les mesures sont déjà en train d'être prises au niveau de l'État, parce que d'abord, il y a eu le couvre-feu qui a été décrété, couvre-feu de 30 jours, de 20h à 6h. Donc ça, c'est pour la sécurisation totale de la zone. Et ensuite, j'aurais appris qu'il y a des troupes qui ont pris le chemin pour Kidal, les troupes qui seront départagées un peu sur les zones un peu sensibles de la zone, pour sécuriser et le territoire et les Maliens et leurs biens. Donc, ce qui doit être fait après la prise, c'est le suivi. On doit suivre, on doit observer, on doit essayer de raccourcir un peu les mesures. Parce que, comme vous l'avez si bien dit, ils ont fait une déclaration qui sont à une trentaine de kilomètres de Kidal. Que ça soit vrai ou faux, en tout cas, ils l'ont fait. Bon, peu importe, ça n'a pas de sens. Parce que avant, ils disaient de ne jamais quitter Kidal. Et ils ont quitté Kidal maintenant. Que c'est pour se repositionner. Oui, c'est ce qu'ils ont dit. Mais abandonner la famille, le repositionnement était plus facile étant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais justement, après avoir perdu... justement, c'est ce que je viens de dire, parce que ils se sont toujours pris comme des forts, les forts hommes. Tandis que c'est juste la lassitude des États passés qui ont amené qui les ont amenés à faire ce qu'ils ont fait à notre pays, notamment à prendre les trois régions et à vouloir imposer leurs lois sur le pays, et etc. Donc, en tout cas, je ne suis pas plus intelligent que les autorités, et je ne suis pas plus stratège que les autorités non plus. Je sais que de la manière qu'ils ont conquis la ville, et de cette même manière, ils doivent avoir la tête sur les épaules pour pouvoir quand même assurer la paix. D'accord. Je crois que le plus difficile était de reconquérir. Oui. Mais après la reconquête, quand même, je crois que le suivi doit être quand même plus facile que la reconquête. D'accord. Voilà. Maintenant, vu cette situation, comment pouvez-vous expliquer la récupération de Kidal sans une perte de vie humaine de nos forces de défense et de sécurité? Justement, c'est là la Je me disais, avec des mines placées par-ci, par-là, quelles sont les politiques, les stratégies militaires adoptées par nos forces de sécurité pour s'accaparer de la ville de Kidal sans perte de vie humaine? C'est là la partie formidable de cette reconquête. Parce que, bon, pour avoir une perte, il faut qu'il y ait un affrontement. Il n'y a pas eu d'affrontement. Parce que les rebelles étaient retranchés. Ils étaient retranchés. Parce qu'ils avaient peur. Ils savaient déjà qu'ils n'avaient pas les forces nécessaires pour affronter l'armée malienne. Appuyés par les instructeurs russes. Dans leur déclaration, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que c'est les frappes de drones qui ont fait qu'ils ont abandonné leur position et se sont retranchés un peu à une trentaine de kilomètres. Parce que depuis l'attaque de l'Éré, maintenant parce que les autorités maliennes avaient pris le truc un peu à la légère au début, parce que peut-être soit ils n'étaient pas convaincus qu'ils allaient arriver à ce niveau d'envie de garder le territoire. Donc c'est après l'attaque de Léré et de Goundam, si j'ai une bonne mémoire, c'est après ça que les décisions ont été un peu farouches. Les décisions ont été un peu farouches dès cet instant. Donc c'est ce qui a amené l'avancement sur Tessalit, après Aguelok et maintenant à Kidal. Donc je viens un peu à mon propos de tout à l'heure. C'est après avoir su que ils sont considérablement faibles et face à l'armée malienne, que les rebelles, les terroristes de la CEMA ont décidé de se replier. Donc c'est ce repli qui a fait qu'il n'y a pas eu de perte
en vue humaine, ni peut-être du côté de l'armée, ni considérablement de leur côté aussi. Il y a eu de pertes à leur côté, mais pas beaucoup non plus. Parce qu'il n'y a pas eu d'affrontement. Il y a eu quelques frappes de drones sur leur position. Parce que les vecteurs de l'armée malienne tentent un peu de patrouiller la zone, essayer d'observer s'il y a de préparation d'attaque ou des choses de ce genre. Donc après les avoir repérés, tout de suite il y a des drones qui jettent des bombes. Donc c'est suite à ces bombardements-là, quelques-uns ont perdu la vue dans leur rang. Voilà. Mais du côté de l'armée malienne, s'il n'y a pas eu d'affrontement, il ne peut pas y avoir de perte en vie humaine. Parce qu'ils n'ont pas... Mais on attendait qu'il y avait des placements des mines par-ci, par-là. Comment? Non, bon, il y a des histoires aussi qui peuvent circuler parfois quand on est en guerre. Comme vous devez le savoir déjà, il y a la guerre communicationnelle. Et ce qu'il disait par rapport à la neutralité, par rapport, c'est-à-dire au fait qu'ils ont pu neutraliser certains acteurs de la Russie, comme Wagner, qui prononçaient dans leur communication. Et ces communications n'étaient-elles pas fondées? Bon, dans leur manière de faire, les terroristes ont toujours voulu appuyer leur dire avec des preuves matérielles. C'est-à-dire avec les corps jetés par-ci, par-là. Moi, j'ai adopté chez moi une stratégie de compréhension un peu des informations sur cette guerre. Une fois que je n'ai pas reçu d'image à des attaques annoncées, je ne les prends pas à 100% au sérieux. D'accord. Si toutefois j'ai des images qui appuient l'information donnée, c'est en ce moment que je tente un peu de rentrer un peu dans la profondeur de l'information. Mais quand je n'ai pas l'image, tenir seulement des propos et se limiter à ça, je crois que ça, ce n'est pas... en tout cas, si l'information n'est pas vérifiable, moi, je n'en tiens pas trop. D'accord. Voilà. Donc, ce qui peut expliquer un peu à l'air dire qu'ils ont tué tel nombre de personnes dans notre rang. Et je reviens un peu à ce que j'ai toujours l'habitude de dire. C'est eux qui disaient que Wagner, comme ils ont utilisé le mot Wagner, j'utilise ça aussi. C'est eux qui disaient au début que Wagner n'en valait pas la peine. Et si eux-mêmes sont sortis dire que c'est grâce à Wagner que Kidal a été récupéré. Donc du coup, il y a le paradoxe. Tout à fait. Donc c'est complètement contradictoire. Oui. C'est eux qui calomniaient Wagner, c'est eux qui disaient tout de Wagner. Wagner sont des mercenaires, ils font pas de différence entre les civils et les terroristes. Ils n'ont pas de force, ils ont été en Centrafrique, ils n'ont su absolument rien faire là-bas. Et maintenant, nous, on tente de fonder notre espoir sur Wagner. Wagner n'ira absolument nulle part. C'est eux qui disaient ça. Mais après, si Kidal a été tombé, et eux-mêmes sortent dire que Wagner, c'est grâce à Wagner que Kidal a été récupéré. Donc là, il y a de quoi à se réjouir. Tout à fait. Il y a de quoi à se réjouir. Ok. Maintenant, nous vous demandons de faire le maximum de partage possible pour que les Maliens qui vivent à l'intérieur qu'à l'extérieur soient imprégnés des réalités politiques de notre société, mais aussi des réalités sécuritaires en question. Et nous vous rappelons que cette émission se passe généralement les vendredis et les dimanches à partir de 21h. Partagez, maximum de commentaires, maximum de likes possible pour que nos Maliens qui vivent à l'intérieur et à l'extérieur soient imprégnés des réalités politiques de notre société. Parlant de la situation de Kidal, nous avons appris que une autorité au niveau de Kidal est accusée du fait que un vocal est soupçonné que il y a des vocaux qui circulent qu'il est de mèche avec les terroristes, qu'il apporte ses soutiens aux terroristes en question. Est-ce que réellement ce vocal qui circule est avéré vrai? Bon, je ne peux pas ni confirmer ni infirmer la véracité de ce vocal. Le vocal circule sur la toile, de la même manière que les autres l'ont reçu. Je l'ai reçu aussi. Je n'ai pas porté de jugement sur le vocal. Mon jugement, je l'ai porté
en général sur les autorités qui se trouvent dans les zones de conflit. Parce que vous savez, ici au Mali, on a tendance à se montrer défenseurs de la République. Pourtant, parfois, ce sont ces mêmes gens-là qui sont en connivence avec les groupes armés. Mais comment ça peut se faire? Non, ça peut se faire parfois. Il y a des intérêts personnels qui se posent parfois. Parfois, il y a des propositions. Parfois, il y a des propositions, parfois, il y a des menaces. Donc, suite à tout cela, il y a des autorités qui cèdent. Qui cèdent et tentent de jouer un peu au jeu des ennemis du pays. Donc, sur ce vocal-là, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est peut-être de lancer un message aux autorités, d'essayer un peu de prendre le truc, non pas à la légère, mais essayer de l'analyser minutieusement, comme on avait appris ce matin avec notre aîné, Salif Sanogo, qui avait dit que ce genre d'information, ça peut nuire à une personne comme nuire à sa famille, peut-être même toute une communauté. Donc, on tente d'abord de vérifier la source du vocal, essayer de savoir exactement est-ce que le vocal, celui qui parle dans le vocal, est-ce que c'est exactement la personne indiquée. Si toutefois on a les réponses à ces interrogations-là, si par exemple, que ça soit oui, c'est bien lui, donc là, la personne doit être interpellée par la justice. Parce qu'on ne doit jamais, au grand jamais, trahir son pays au profit des groupes de quelques statuts que ce soit. Que ce soit un groupe terroriste, que ce soit un groupe d'un groupe rebelle, que sais-je encore. En tout cas, jamais, au grand jamais, on ne doit trahir son pays. D'accord. Si on n'est pas capable d'exercer une fonction, on démissionne. D'accord. Mais rester aux fonctions, au poste, et tenter de jouer un peu au malin, ou sinon de jouer un peu à l'hypocrisie, moi je trouve ça mal chez ceux qui le font. D'accord. Donc il faut que les autorités prennent des décisions pertinentes à ce fléau. Parce que c'est un fléau. Oui. C'est un fléau au Mali. C'est pour lui qui a affûté. Mais il peut y avoir d'autres. D'accord. Donc on peut même rentrer dans la profondeur de ceux qui dirigent un peu dans les zones de conflit. Essayer de voir qui est qui fait quoi, et avec qui. Donc c'est important. Parce que quand on est en conflit, quand on est en guerre, rien ne doit être sous-estimé. Rien ne doit être pris à la légère. Parce qu'on peut avoir confiance en une personne parfois, mais elle se tromper. Voilà. Maintenant, par rapport à la situation de Kidal, nous avons vu la déclaration de certains acteurs politiques, précisément le cas de Oumar Mariko. Oui. Quel diagnostic faites-vous par rapport à sa récente sortie et quel diagnostic faites-vous par rapport à son comportement actuel vis-à-vis de nos autorités de la transition? Oui. Concernant Oumar Mariko, que j'estime beaucoup et que j'admire beaucoup, je l'admire. Je ne l'admirais pas, mais je l'admire. Et son comportement actuel, ou sinon ses comportements actuels, moi je le trouve un peu incommode à lui. Je ne reconnais pas Oumar Mariko. Je ne le reconnais plus. Et je pense que il a juste, je m'excuse pour le terme, fourré son nœud dans quelque chose où il a du mal à s'en sortir. Moi, je suis convaincu, pas à 100%, mais à 90% que Oumar Mariko dit des choses auxquelles lui-même il ne fait pas, des choses auxquelles il ne prête pas trop tellement attention. Des choses qui ne le convainc même pas lui-même. Donc, il est dans une position où peut-être c'est la honte qui s'est emparée à lui
il ne veut plus revenir en arrière. Mais en tout cas, les propos qu'il tient et les propos qu'il avait tenus ici au Mali, à l'époque, ça ne va pas du tout dans le même sens. Et les propos ne sont pas du tout cohérents. Les propos ne sont pas du tout cohérents. Parce que moi, je me rappelle, Moumar Mariko ne peut pas dire que lui, il ne soutient pas un régime militaire, ni non plus un régime qui a fait un coup d'État. Parce qu'on se rappelle ici, en 2012, qui a créé le mouvement MP23, le mouvement populaire du MP22, le mouvement populaire du 22 mars. C'était bien lui, Moumar Mariko, pour soutenir Amadou Aya Sanogo et ses hommes. Donc lui, il ne peut pas nous dire aujourd'hui que lui, il ne soutient pas un régime militaire, ni non plus un régime qui a fait un coup d'État. Donc il y a un paradoxe, il y a une contradiction. Donc Moumar Mariko, peut-être il a fait une déclaration qui est arrivée à un niveau dont il ne s'attendait pas. Moi, lui concernant, ce que moi je propose même, c'est que les autorités lui pardonnent. Essayer de lui donner une porte de sortie. Ou sinon, si les autorités ne l'ont pas fait, il faut que les mouvements, que ce soit le Haut Conseil islamique du Mali, que ce soit les notabilités de Bamako, que ce soit qui que ce soit, une personnalité de confiance, une personnalité qui est estimée au pays, puisse parler entre lui et les autorités, essayer de trouver un terrain d'entente entre eux. Moi, je suis sûr que si on se rapproche aujourd'hui à Omar Mariko et on lui donne une porte de sortie, il sera tenté de revenir au Mali et même peut-être apporter son soutien à ce régime. Bien. Parce que Omar Mariko défendait des visions ou sinon des convictions qui ont été réalisées par ces hommes-là. Qu'est-ce que Omar Mariko demandait? Pourquoi Omar Mariko luttait? C'était la souveraineté totale. C'était que nous soyons nous-mêmes. C'était que nos valeurs soient prises en compte. C'était que le pays se sente bien. On ne peut pas dire que le pays se sent bien aujourd'hui, mais en tout cas, pour la majorité des Maliens, ça commence à aller. Donc, Omar Mariko est dans une position de non-retour. Parfois, comme on le dit en Bamanankan, Morobe Kodoke Kasro. D'accord. Donc D'accord. Voilà. Merci d'avoir donné cet éclaircissement. Nous vous demandons de faire le maximum de partage possible pour que les Maliens qui vivent à l'intérieur qu'à l'extérieur soient toujours imprégnés de l'évolution de la situation politique de notre société. Nous vous rappelons que cette émission se passe tous les vendredis et les dimanches à partir de 21h et la technique est assurée par Prince Tony, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour donner ces images de taille exceptionnellement exceptionnelle pour vous, nos abonnés. Tant que vous partagez, il sera toujours motivé à vous donner des belles images et des sons agréable. Et sans plus tarder, la dernière interrogation qui fait l'objet de notre débat d'aujourd'hui. La stabilité à Kidal, des préalables après la reconquête à la réalisation. Qu'est-ce qu'on doit faire actuellement pour le maintien? Et qu'est-ce qu'on doit faire actuellement pour que l'économie du pays soit boostée, que le tourisme soit boosté, que les ressources qui sont au niveau de notre sous-sol, précisément à Kidal, soient exploitées pour mettre fin à la souffrance du peuple malien? D'abord, je réponds à la première question. Ce qui doit être fait aujourd'hui, c'est de tout faire, même s'il s'agit de mélanger la terre et le ciel, pour que Kidal reste à jamais le Mali. Pour que Kidal ne s'échappe plus, même une seconde, au contrôle de l'État malien. Tout ce qui doit être fait pour que cela soit une réalité, il faut que cela soit fait. Même s'il faut mobiliser toutes les troupes du Mali et les amener à Kidal, je suis pour. D'abord, il faut qu'il y ait un suivi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faut qu'il y ait un suivi.
qu'on n'abandonne plus jamais nos positions à Kidal. Peu importe tout ce qui peut advenir, il faut que Kidal reste le Mali. Tous les moyens doivent être mobilisés pour ça. Moyens matériels, moyens financiers, moyens humanitaires. Donc, concernant les ressources, ou sinon booster l'économie, c'est vrai que la perte de Kidal, ou sinon le déclenchement de cette rébellion a fait que le Mali a beaucoup perdu. Puisque c'est suite à l'éclatement de cette rébellion qu'il y a eu coup d'État en 2012, qu'il y a eu l'affaiblissement du régime d'Ibeka jusqu'à son renversement, et l'augmentation du terrorisme au Mali et même au Sahel, tout cela est dû au déclenchement de cette rébellion. Parce que je vous rappelle qu'avant l'éclatement de la rébellion en 2012, le Sahel ne connaissait pas tous les problèmes qu'il connaît aujourd'hui. Ni le Burkina, ni le Niger, ni le Mali ne connaissaient cette instabilité et cette insécurité. Donc, c'est le déclenchement de cette rébellion qui est abouti à tout cela. Donc, pour que l'économie soit boostée, pour que les Maliens puissent avoir de quoi à manger à suffisance, avoir de l'eau à boire propre, potable, il faut que toutes les ressources du pays soient équitablement partagées. Il faut que les ressources du sous-sol soient exploitées, mais aussi au profit de la population. Parce qu'on a tendance ici au Mali à générer des choses, mais les détourner et au détriment du peuple, au détriment de la population. Vous avez parlé du tourisme. Depuis 2012, si je me rappelle bien, il n'y a pas eu de touristes au Mali. Les touristes, on perd maintenant du Mali. Et même de nos pays côtiers aussi. Donc, pour que le tourisme soit mis en place, ça va prendre du temps. Parce que les touristes ont toujours eu besoin des endroits stables, des endroits sécurisés. Parce qu'ils tiennent quand même à leur vie. Ils tiennent quand même à leur âme. Ils ne peuvent quand même pas venir dans un pays où ils peuvent être enlevés ou sinon ils peuvent être tués à tout moment. Donc pour le rétablissement du tourisme, ça va prendre du temps. Je ne dirais pas, peut-être pas avant 10 ans, le rétablissement total. Et pourtant, il y a pas mal de gens qui vivaient de ça, au nord comme au centre. Vous prenez par exemple le Djinné, même des enfants de 10 ans, 12 ans, 14 ans, 16 ans, même les vieillards vivaient du tourisme. L'artisanat, les œuvres qu'ils concoctaient là, c'était de ça qu'ils vivaient. Et les enfants, les guides, même les enfants de 12-14 ans guidaient les gens à Djinné pour aller voir les sites touristiques. Donc ça, c'est l'insécurité a fait que nous avons perdu tout ça. Et quand on rentre un peu dans l'économie même traditionnelle, je ne suis pas tellement spécialiste en économie, mais tout ce que je demande quand même, c'est que il faut que les moyens soient mobilisés pour que les chertés de la vie là, il faut que ça soit diminué. D'accord. Il faut que les besoins de première nécessité soient facilement accessibles au peuple. D'accord. Et que les prix soient abordables. Ok. Voilà. Okay. Donc, pour le reste, ça va venir avec le temps. Okay. Mais les besoins urgents, pour l'instant, ce sont ces choses-là. D'accord. Et il faut qu'on les prenne au sérieux. D'accord. Voilà. Maintenant, quels sont vos mots de fin à l'endroit de nos abonnés sur la page Facebook ainsi que la chaîne? D'abord, je pense qu'ils vont être étonnés peut-être de me voir parler le français parce que moi, le français, c'est pas mon truc sur les réseaux sociaux. Je sais que les gens vont être étonnés de ça. Moi, je me suis toujours exprimé en Monacan, que ce soit sur mon plateau ou ailleurs. C'est ma première fois c'est ma première fois de participer à une interview en français. Donc là, comme je le dis au début, tout honneur est à moi. Voilà, et je vous remercie de m'avoir invité aussi. Je remercie nos téléspectateurs, aussi nos followers qui ont partagé, qui nous ont regardé du début à la fin. L'appel que je lance à tous les Maliens, c'est de rester unis toujours.
de rester unis, coude à coude, avançons ensemble. Si je dis avançons ensemble, mais il ne faut pas que nous traitons des gens qui n'ont pas la même vision que nous, des apatrides, ou sinon des gens de non-valeurs. On peut ne pas avoir une même conviction politique, mais et se retrouver sur d'autres terrains de combat. On peut ne pas avoir une même conviction à l'égard d'un régime, mais tandis qu'au fond, vous verrez que nous avons le même souhait, le développement du pays, le bon vivre ensemble, l'harmonie, la cohésion nationale. Donc, peu importe nos différences, peu importe nos divergences, essayons de se donner la main et d'avoir une même direction. Ok. Comme le dit clairement notre devise. Ok. Un peuple, un but, une foi. Nous sommes un peuple. Nous avons un même but et nous avons une même foi. Donc il faut que cela soit matérialisé. Il ne faut pas que ça soit seulement dans les propos. Les choses, si on dit des choses, il faut que ça soit dans nos pratiques. J'ai même l'impression que les gens ne comprennent pas le sens de ces trois mots-là. Ok. Un peuple, un but, une foi. C'est tellement beau, c'est tellement fantastique. Et si toutefois, comme l'indique ainsi le devise, si on le mettait dans nos pratiques, le pays serait aujourd'hui un havre de paix. D'accord. Donc, Merci. Je vous remercie, M. Sempara, et je pense que ça ne va pas être une dernière fois, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview en exclusivité en français. Nous vous demandons de faire le maximum de partage possible, de commentaires, et je vous rappelle que cette émission se passe tous les vendredis et les dimanches à partir de 21h sur l'ouverture média, la page Facebook ainsi que la chaîne YouTube. Nous demandons à nos abonnés, au peuple malien, de bien vouloir accompagner nos forces de sécurité avec les bénédictions qu'il faut pour garantir la sécurité de nos frères à Kidal. Et sans plus tarder, mention spéciale à notre technicien de qualité supérieure, Prince Tony, et c'était ces quelques mots qu'on avait à étaler auprès de vous. Nous nous acheminons vers la fin de ce numéro. Sans plus tarder, on se donne rendez-vous à dimanche à partir de 21h. Merci.